Peuple de France, tu te plains d'être traité par tes dirigeants comme de la merde, mais reconnais que tu te comportes comme de la merde. Sujet du jour, le krach boursier. Alors le krach boursier, effectivement tout le monde l'attend. Aujourd'hui on atteint des niveaux de valorisation au niveau mondial qui sont absolument stratosphériques. La bourse monte tous les jours, sans discontinuer. On a connu des périodes comme ça avant 1929, avant 1987, et puis aujourd'hui. Donc tout le monde s'attend effectivement à une correction très sévère, et on va essayer d'analyser qu'est-ce qui pourrait entraîner un krach boursier incessamment sous peu. Nous sommes fin 2017. Certains avaient prévu pour 2016, d'autres parlent de 2018. Le krach boursier, par définition, il arrive quand on ne s'y attend pas. Alors, je fais un petit feedback, une petite analyse en matière d'entreprise. Les entreprises, il faut savoir, quand on investit en bourse, que les entreprises qui sont cotées en bourse sont des entreprises qui sont en général plutôt vieilles ou vieillissantes. C'est particulièrement le cas du CAC 40 ou du DAX 30 allemand ou bien du Dow Jones. Ce sont des vieilles entreprises qui sont là depuis plusieurs décennies. Et ce ne sont pas les entreprises en réalité qui sont les plus dynamiques en termes de versement de dividendes ou en termes de progression. Donc aujourd'hui, quand on veut investir dans des entreprises, il vaut mieux les prendre quand elles sont jeunes et quand elles ont un gros potentiel de croissance. C'est d'ailleurs ce que font les millionnaires et les milliardaires qui investissent dans des entreprises, dans des jeunes pousses, dans des startups. Il y a plus de potentiel que dans les vieilles entreprises du CAC 40 ou du Nasdaq ou du S&P 500 ou du London Stock Exchange. Donc ça c'est un premier aspect. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les entreprises ont vocation un jour à disparaître, à mourir. Il n'y a aucune entreprise qui est éternelle. En général, les entreprises survivent difficilement à la mort de leurs fondateurs. Et rares sont les entreprises qui ont plus de 100 ans. Alors il y en a quelques-unes qui sont connues comme Saint-Gobain en France, voilà, des entreprises qui ont été créées il y a longtemps. Mais en général, les entreprises finissent par être rachetées ou font faillite ou fusionnent. Regardez PSA qui a racheté Opel, etc., qui elle-même avait été rachetée dans les années 30 par General Motors. Donc les entreprises ne sont pas immuables et elles finiront un jour par disparaître. Ça, c'est une chose évidente. Voilà. Qu'est-ce qui a provoqué cette bulle boursière que nous connaissons aujourd'hui? C'est le même phénomène qui a provoqué la bulle immobilière et la bulle obligataire que nous connaissons. C'est la création de monnaie par les banques centrales, de monnaies qui ne sont pas accessibles par le grand public, mais qui sont accessibles par les institutions financières, par les initiés, et qui ont tendance effectivement à acheter des obligations, à investir dans l'immobilier, et puis également pour les entreprises à racheter leurs propres actions ou à faire monter les actions à la bourse. Donc c'est un phénomène un petit peu artificiel, qui est créé, même complètement artificiel, qui est créé par les banques centrales, car aujourd'hui il y a très peu de particuliers en réalité qui investissent en bourse. Donc c'est la réalité. Et les entreprises même ont tendance à réduire le nombre des actions qui sont cotées. Elles ont tendance à racheter leurs propres titres, leurs propres actions. Donc ça aussi c'est une réalité. Ce qu'il faut savoir, ce qui pourrait provoquer aussi un krach boursier, mais aussi un krach immobilier, mais aussi un krach obligataire, donc j'inclus le krach boursier dans un krach général, c'est qu'il y a aujourd'hui dans le monde des déséquilibres considérables. Vous avez un pays comme la Chine qui a une balance commerciale qui est équilibrée, légèrement excédentaire, d'une centaine de milliards de dollars, mais qui a réalisé en interne énormément de mauvais investissements. On a créé des villes fantômes, des aéroports fantômes, des centres commerciaux fantômes, des entreprises qui tournent à vide ou des entreprises d'État qui sont hyper déficitaires. C'est extrêmement préoccupant parce qu'à un moment donné, tous ces investissements, il va bien falloir les rentabiliser, il va bien falloir rembourser les emprunts qui ont été contractés pour les réaliser. Vous avez les États-Unis qui ont un déficit commercial également massif et majeur. Là aussi, c'est un des grands déséquilibres du monde. Et tous les États du monde sont hyper endettés et ont vocation, un jour ou l'autre, à créer de l'inflation. Mais cette inflation pourrait, par un effet de vase communicant, aujourd'hui l'inflation s'est portée sur l'immobilier, les actions, les obligations, et se porter sur les prix des matières premières et sur les prix des produits alimentaires, des produits du quotidien. Donc voilà, il y a des risques, encore une fois, macroéconomiques mondiaux, que tout le monde connaît, il n'y a pas de secret par rapport à ça. Les acteurs de la bourse et les investisseurs professionnels et autres, eux, ils doivent manger tous les jours, donc ils vont vous dire achetez des actions, la bourse continue de monter, donc on continue de jouer au jeu des chaises musicales. Mais le jeu des chaises musicales, c'est que le jour où ça s'arrête, eh bien, il
y a un certain nombre de personnes qui vont se retrouver debout et qui vont se retrouver dedans et qui vont perdre leurs capitaux. Voilà sur le krach boursier. Avez-vous des questions? Oui, ma question sera directe. Quand la bourse va-t-elle s'écrouler, tout simplement? Alors quand est-ce qu'elle va s'écrouler? Ça c'est une question... la réponse je ne la connais pas. Je ne suis pas Madame Soleil ou Monsieur Soleil ou Commandant Soleil. En 2004, je m'étais aventuré à dire qu'il y aurait une crise en matière immobilière aux États-Unis autour de 2006. Je me suis trompé puisque elle a eu lieu en octobre 2008, même s'il y a eu des premiers signes en 2007 avec la faillite de New Century Countrywide, qui est une banque américaine en juin 2007. Donc je m'étais trompé sur les dates. Donc là, je ne vais pas donner de pronostic en termes d'écroulement. Ça peut être demain, ça peut être dans un an, ça peut être dans 5 ans. On ne peut pas savoir la date. D'autres questions? Oui. On dit que les entreprises du Nasdaq sont l'avenir. Oui. Elles font des bénéfices. Pourquoi leur action devrait-elle baisser? Alors, les entreprises du Nasdaq sont l'avenir. Certaines sont peut-être l'avenir, mais certaines aussi font des gadgets qui vont s'écrouler. Rappelez-vous d'entreprises par exemple comme DeLorean, qui avait créé son entreprise et qui avait fait faillite. Vous avez beaucoup d'entreprises de nouvelles technologies qui ont disparu. Des dot-com à l'époque de la bulle des dot-com au début des années 2000. Les entreprises du Nasdaq n'ont pas toutes un avenir. Est-ce que Tesla, qui aujourd'hui cote plus que General Motors, qui vend 10 millions de voitures par an, et Tesla qui n'en vend que quelques milliers, alors que la cotation en bourse, encore une fois, est supérieure à celle de General Motors, perd des milliards de dollars, Tesla, est-ce que c'est une entreprise d'avenir? J'en suis pas convaincu. C'est pas si évident que ça. Alors, Elon Musk est un chef d'entreprise tout à fait charismatique qui a su attirer des capitaux. Savoir attirer des capitaux, c'est une chose. Après, rentabiliser et vendre des voitures et faire un bénéfice sur chaque véhicule vendu, c'est autre chose. Moi, je suis plus impressionné par Renault qui vend des Zoé à 25 000 euros électriques et qui gagne de l'argent dessus, que Tesla qui vend des voitures à 75 000 ou 100 000 euros qui perdent de l'argent. Donc voilà, donc toutes les entreprises du Nasdaq n'ont pas forcément d'avenir. Et toutes ne font pas des bénéfices. Et puis même celles qui ont de l'avenir et même celles qui font des bénéfices, eh ben, elles peuvent être entraînées par l'éclatement d'une bulle. Le jour où il y a un massacre sur les actions, même de belles actions, de belles entreprises qui font des bénéfices, qui distribuent des dividendes, ce qui est le but d'une action, d'une entreprise. Le dividende, c'est la partie du bénéfice qui est donnée à l'actionnaire. Bon, voilà. Même ces entreprises-là peuvent être entraînées aussi dans un krach. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans les entreprises à la bourse. Je pense qu'on peut investir dans des entreprises, encore une fois, de nouvelles technologies, si on a compris qu'il y avait une nouvelle technologie, comme certains ont compris le Bitcoin et ont investi. Bon, le Bitcoin, ce n'est pas une entreprise, c'est un système, c'est un logiciel de création monétaire. On a fait une vidéo là-dessus. Mais on peut investir dans des entreprises qui ont de l'avenir. Dont on estime que leurs produits ou leurs services sont tout à fait d'avenir. On peut investir aussi dans des entreprises à la bourse qui sont par exemple les minières d'or. Aujourd'hui l'or est pas cher et lorsque l'or progressera, il est fort probable qu'il progresse le jour où il y aura beaucoup plus d'inflation. Il y aura de l'inflation parce qu'aujourd'hui les États sont criblés de dettes. Les mines d'or progressent en fait plus vite que le cours des actions lorsque l'or monte. Par contre, elles baissent aussi plus vite quand le cours de l'or baisse. Aujourd'hui, le cours de l'or est plutôt bas, donc investir dans certaines minières d'or peut être aussi avantageux. Donc voilà, toutes les entreprises ne sont pas à jeter à la bourse. Mais la bourse, aujourd'hui, encore une fois, elle est à un niveau très très élevé. Le principe de l'investisseur raisonnable et rationnel, c'est d'acheter ce qui n'est pas cher et de vendre ce qui est cher. Aujourd'hui, la bourse est super chère, l'immobilier est super cher, les obligations sont super chères, parce que les taux d'intérêt ne cessent de baisser. Donc c'est plutôt des produits dont il faudrait se séparer et se concentrer d'acheter d'autres produits. Voilà. D'autres questions? Oui, les banques centrales, elles peuvent mettre en place des taux d'intérêt négatifs et gonfler encore plus la bulle boursière. Absolument. Alors elles peuvent gonfler encore plus la bulle boursière, c'est tout à fait vrai. Mais jusqu'à un certain point, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. D'abord, si elles passent au taux d'intérêt négatif, ça veut dire que les comptes bancaires, et ça c'est prévu par la loi Sapin 2, dans le cadre de la BRRD, qui est la directive européenne qui permet de bloquer les fonds placés sur les comptes en banque des particuliers, et les fonds également en assurance vie, mais également tout ce qui est livret, livret A, plan d'épargne logement, etc. Donc
au nom de la loi, les banques peuvent bloquer vos fonds, et les banques diront, c'est l'État qui nous permet de le faire, et l'État dira, mais ce sont les banques qui ont mal géré, qui sont obligées de bloquer vos fonds. Donc tout le monde se renverra la balle, donc ça c'est extrêmement dangereux. Et si on passe en taux d'intérêt négatif, oui, on peut tenter de gonfler la bulle boursière à un moment donné, mais c'est une situation qui risque de ne pas être pérenne, parce qu'il y a en économie une loi qui s'appelle la loi de l'efficacité marginale décroissante, qui est quelque chose que tout le monde connaît. Quand vous prenez un médicament et que vous êtes habitué à ce médicament, il faut des doses toujours plus fortes pour maintenir son efficacité. Bon, c'est valable pour les drogues, c'est valable pour tout, mais c'est valable aussi en économie. Donc, mais à un moment donné, ce n'est plus efficace. À un moment donné, il faut des doses toujours plus fortes, et des doses toujours plus fortes causent des dégâts. Si vous prenez de la drogue toujours plus, vous allez finir par l'overdose. C'est vrai aussi pour les médicaments, c'est vrai pour beaucoup de choses. Donc c'est vrai aussi pour la baisse des taux d'intérêt. Donc la baisse des taux d'intérêt, elle ne peut pas être infinie, et les taux d'intérêt négatifs, ça provoquerait effectivement le blocage des comptes de l'ensemble des assurances-vie. Je rappelle encore une fois, les Français ont investi et ont prêté aux États, parce que c'est ça, acheter des obligations et placer son argent dans des livrets ou des assurances-vie obligataires, le peuple de France a prêté à l'État 2000 milliards d'euros. 2000 milliards d'euros que l'État ne peut pas rembourser, que l'État ne remboursera pas. Si demain matin vous allez retirer les 40 000 euros ou les 10 000 euros que vous avez, on vous les donnera. Mais si tous les Français se présentent demain matin au guichet et disent je veux retirer, et on retire 2000 milliards d'euros d'un coup, il est bien évident que personne ne retirera. Ça sera bloqué. Alors on vous dira cet argent il est toujours à vous, par contre vous ne pouvez pas l'utiliser. Et puis il va être en taux d'intérêt négatif. Donc vous allez perdre 5% par an. Donc au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, c'est fini, vous n'avez plus rien. C'est ça le plan. Le plan, c'est ça, hein. C'est la loi. Ceci est la loi. Hein. C'est la loi Sapin 2, hein, qui est en application. Hein. Et qui peut entrer en application à tout moment. Alors, la loi Sapin 2 prévoit que seuls les comptes de plus de 100 000 euros seront touchés. Sauf que par simple décret ministériel, ça peut être amené à 10 000 euros, à 1 000 euros, à 10 euros. Donc c'est le seuil des 100 000 euros que vous vendent les journalistes collabos ou les économistes corrompus, eh bien, c'est de la fumisterie. Il est bien évident. Ce qui est absolument scandaleux dans ce système étatique, et c'est pour ça que je dis peuple de France, peuple d'esclaves, tu prêtes 2000 milliards d'euros à l'État qui ne te remboursera pas. Alors ça, les gens ne sont pas, bien sûr, en sont pas conscients, mais dans l'histoire, l'État n'a jamais remboursé ses dettes. Il faudrait quand même, à un moment donné, ouvrir un livre d'histoire, alors que personne ne t'oblige. Parce que, encore une fois, le racket des taxes, l'État raquette 1000 milliards par an et fait 200 milliards de dettes, donc qui est la taxe future. Donc 1200 milliards par an. C'est compliqué de ne pas payer ses impôts, c'est compliqué de ne pas payer sa TVA, c'est compliqué de frauder fisc. Mais les 2000 milliards que tu as prêtés à l'État, personne ne t'a obligé de les prêter. Et non seulement à l'État français, mais quand tu achètes des assurances-vie ou que tu places ton argent en obligation, tu prêtes à l'État grec, à l'État italien, à l'État espagnol, à l'État portugais, à l'État vénézuélien, à l'État argentin, à l'État, parce que ce sont des packages mondiaux. Les Français ont prêté 2000 milliards d'euros qui ne seront pas remboursés. Donc, krach boursier, alors avant de parler du krach boursier, c'est bien effectivement de vendre ses actions, vendez aussi vos obligations. Aujourd'hui, les obligations, c'est une top priorité. Normalement, les assurances-vie, plus personne ne devrait en avoir. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, vous avez un homme politique français qui s'appelle Jean-Luc le millionnaire, qui s'est présenté, Jean-Luc le millionnaire qui rêve d'être milliardaire, comme son copain Maduro du Venezuela. Jean-Luc le millionnaire, il n'a pas d'assurance-vie. Il est millionnaire, mais il n'a pas d'assurance-vie. Il sait ce que c'est que l'assurance-vie. Je prête à l'État qui ne remboursera pas. C'est très intéressant, ça. Donc voilà, donc si vous ne me croyez pas, vous croirez peut-être Jean-Luc. Jean-Luc qui est plus malin que vous. Encore une fois, peuple de France, peuple d'esclaves, tu te révoltes contre ta classe politique. Mais la classe politique, c'est toi qui la finances, et tu lui prêtes 2000 milliards pour qu'elle continue à taxer, à racketter, à mettre des radars, à mettre des lois, à te réprimer. Donc à un moment donné, voilà, tu es, peuple de France, tu es un chien, un bon chien léchant le fouet. Donc continue comme ça, et puis tout ira bien. Voilà, merci à toutes et à tous, et à bientôt sur une prochaine vidéo.